Non, je peux pas vous parler. Je peux pas vous parler. Parce que j'en ai rien à foutre de ce que vous me racontez. Laissez-moi tranquille, putain. Vous allez arrêter de m'appeler, bordel de merde. Max, c'est un truc de ouf. T'as vu le nombre d'abonnés qu'on a chopé sur la vidéo de Doc7? Mais mon gars, ça y est, on est riche, on y est, on est bien. Nous sommes pas du tout, mais ferme-la, là, c'est maintenant que tout commence, mais on doit être à fond au taquet. On doit être plus pressé qu'un maçon portugais. T'as pris combien de café, mon gars? 14. 14, il est 10h du mat, ok? Va falloir que tu fasses un peu attention à ta santé. On a qu'un bifidus actif, je te l'ai déjà dit. Donc tu fais gaffe. Comment on va faire pour contenter tous ces fans? On peut pas les décevoir, ils comptent sur nous, les mecs, là. Nous sommes la lumière dans les ténèbres du YouTube français. Les mecs, on est dans le YouTube game. Regarde mon Tinder, regarde combien de demandes. Joséphine, whoop là, je te zwip. Non, mais je m'en bats les couilles, je les couilles de tout René, ça. je te zwip. Putain, mais regarde, j'ai demandé une étude très poussée sur les données de nos abonnés. Ça m'a coûté 2500 balles, mais je pense que c'est plutôt pas mal, regarde. On est bien, on a toutes les données. Marque de céréales préférée, marque de biscottes préférée. Chris Prolls, non. Surprise, ils sont pas en première place, le type. Max, dans une demi-heure, je dois partir au point de soleil de Bastille, donc essaie d'enchaîner. Ok, j'ai les deux premiers artistes, Guns N' Roses, Hard Rock. On est bien avec ça. Et ensuite, on surprend la touche Mind Blow, bam. Daft Punk, la techno, French Touch, David Guetta, mon gars. Est-ce que tu penses que ça va le faire? Est-ce que tu penses que ça va le faire? Que ça va le faire, Calme-toi, que ça va le faire. Tu dois te poser juste une seule question. J'aime tellement l'argent. Une seule question, regarde-moi, une seule question. Si t'étais à ma place, dis-moi honnêtement, tu prendrais plutôt une R8 ou une Porsche Cayenne? Mais je m'en bats les couilles de ta putain de Porsche Cayenne là, tu comprends pas? Il nous faut un troisième artiste là, c'est pour après-demain le mec-là. C'est quoi ça? C'est mon bruit de Pas messagerie. mal ça. Mon bruit de... Regarde la messagerie. Regarde le nombre de messages qu'on a, mon gars. Regarde tous les messages de félicitations qu'on a. Regarde, Katy Perry qui vient nous envoyer un message. Katy Perry, mon gars. Katy Perry, attends, ta gueule. Dégage, j'ai besoin de créer. Katy Perry, mais oui, mais c'est ça. Mais enfin, je l'ai après toutes ces semaines. Eureka. Pourquoi tu fais ça? C'est une pomme, t'en veux? Ça contient de la pectine. Putain, c'est pas mal tout ça. On est bien. On est bien. Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va commencer tout de suite par le fleuron de l'électro, celui qui incarne la qualité française à l'international, le symbole de la French Touch, j'ai nommé David Guetta. Non, je déconne. Ici on est sur une chaîne de musique et de canapé. Cuir Alhambra, 95 édition sicilienne. Parce que quand on parle de French Touch, c'est bien sûr le mythiquissime, duo Daft Punk qui vient à l'esprit. C'est en effet l'incarnation de la French Touch et aujourd'hui le groupe français le plus connu au monde. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est que donc que la French Touch? C'est ça. Putain, mais t'es là toi, mais tu peux pas prévenir quand t'arrives, c'est la politesse mon gars. Non mais on est dans la même pièce sur en face de toi, allô, hein? Non mais regarde, si je tends le bras, je suis dans ton plan là. C'est pas une raison, ok? Je disais donc, la French Touch est un genre musical né en France dans les années 90. À l'époque, Margaret Thatcher, magnifique première ministre britannique, décide d'interdire les rassemblements autour de la musique répétitive. Cette mesure anti-techno va inciter les grandes raves du Royaume-Uni à s'exiler en France. Du coup, les producteurs britanniques suivent le mouvement et viennent s'intéresser à une tendance électro qui apparaît dans une petite ville du sud de Paris, Versailles. Bonjour, nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes familles aristocratiques. Et dans ce microcosme, on va retrouver le duo qui nous intéresse aujourd'hui, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, les futurs Daft Punk. Mais pas la charrue avant les breux. D'où ça sort les Daft Punk? Ok d'accord, tu veux tout savoir. Accroche-toi à ton slip. Avant Daft Punk, le duo était en fait un trio puisque le futur guitariste de Phoenix, Laurent Brankovitz, forme avec Bangalter et Homem Christo le groupe Darling. Ils sortent ensemble l'EP Cindy So Loud qui est de la merde. C'est de la merde. Écoutez. Après cela, le journaliste Dave Jennings qualifie leur chanson de Daft Punk Trash, en français, une merde stupide et pourrie. Le nom Daft Punk est resté et Brankovitz quitte le groupe avant de rejoindre Phoenix. Tu peux arrêter avec ton accent texan de merde là, Donald Trump, s'il te plaît? Bref, voici comment Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo ont formé les Daft Punk. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo font connaissance au collège à l'âge de 12 ans. Ils commencent à faire de la musique ensemble et ne vont plus jamais se quitter. Thomas Bangalter est le fils de Daniel Vanguard, producteur et parolier français qui a travaillé notamment avec Otawan, Sheila ou encore la Compagnie Créole. T'es en train de me dire que le mec qui a écrit ça, il a été enfanté par le mec qui a écrit ça.
Vas-y, fais le mail moi, fous-toi de sa gueule, mais le mec il a quand même bossé sur d'autres chansons qui déchirent sa race. Comme par exemple More Spell on You d'Eddie Jones. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Écoutez bien ce passage. Dedans, on a 4 accords que je vais numéroter de 1 à 4. Commençons par répéter l'accord numéro 3 en boucle. Maintenant, après avoir répété 3 fois l'accord numéro 3, ajoutez-y l'accord numéro 2 et répétez cette section 3 fois. Et enfin, mettez l'accord numéro 4 au bout pour avoir le putain de sample de One More Time. Pour l'autre membre des Daft Punk, son ascendance est d'un tout autre acabit, mais elle reste néanmoins fort intéressante. Pourquoi tu parles comme un prof de philo? Guy Manuel Domem Cristo vient en effet d'une riche famille portugaise, au passé plus ou moins glorieux. Tout d'abord, son arrière-grand-père, Francisco Manuel Amem Cristo Filho, était un fasciste portugais ayant écrit Mussolini, bâtisseur d'avenir. De fuder, caralho, l'avenir de Portugal, c'est pas Mussolini, là, c'est Cristiano Ronaldo de Santos de Aveiro. Bon, ça c'est pour la partie pas cool, mais il y a autre chose, puisque sa famille est réputée pour avoir participé à la bataille d'Azincourt en 1215 face aux Anglais d'Henri V, et qui a d'ailleurs inspiré la magnifique chanson de Cabrel, Azincourt. Azincourt, Azincourt. Enfin bref, le duo se révèle à la face du monde en 1997 avec l'album Homework et le tubesque Daft Punk. C'est le début d'une irrésistible ascension et c'est à cette époque que les Daft Punk décident d'arrêter de se montrer visage découvert. S'ensuit l'album Discovery qui contient plein de chansons qui deviendront cultes comme Aerodynamic, Digital Love ou encore One More Time. Et qui a la particularité d'être la BO du film produit par les Daft Punk, Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, film auquel aura participé Leiji Matsumoto, auteur de Albator. Mais attends, tu racontes pas l'histoire du film? Non, on sent Carl Ognon. Tu rigoles ou quoi? Il est trop bien ce film. D'accord, vas-y, fais-toi plaisir ma petite caille. Ok, alors c'est l'histoire de 4 musiciens extraterrestres, les mecs qui sont pas sur Terre. Et puis ils sont enlevés pendant un concert, ils sont ramenés un vaisseau tac sur Terre. Puis après Discovery vient l'album Human After All que personnellement j'aime un petit peu moins. Et surtout en 2013 le fantastique Random Access Memory où les Daft Punk montrent toute l'étendue de leur talent. On retrouve dans cet album Pharrell Williams, véritable génie de la musique et surtout l'homme qui ne vieillit jamais. Ah mais c'est pour ça que Soprano, sa chanson Fresh Prince, n'est-ce pas? Il dit Je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Pharrell. Non, personne ne t'appelle Sopra Pharrell mec. Personne. Sopralinette, encore, à la rigueur. Enfin bref, tout ça pour dire que les Daft Punk sont devenus un duo mondialement connu. Ils ont même refusé de remixer des chansons d'artistes extrêmement importants, comme Feu David Bowie par exemple. Et bah du coup, on peut dire que les mecs ils ont pris le gros casque. Le deuxième artiste du medley d'aujourd'hui est Guns N' Roses, un groupe de hard rock légendaire des années 80. Avec plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, dont 30 millions pour leur premier album Appetite for Destruction, ce qui fait de lui le premier album d'un groupe le plus vendu de l'histoire de la musique, Guns N' Roses est un monument du rock américain. Les deux membres les plus connus sont bien sûr le chanteur Axl Rose et Slash, célèbre guitariste à chapeau. Commençons par nous intéresser à Axl Rose, et vous allez voir, pas mal de choses à dire. William Rose naît en 1962 et alors qu'il est âgé de 2 ans, son père abandonne sa famille. Sa mère se remet un an plus tard avec Stephen Bailey, rien à voir avec le chanteur d'Earth, Wind & Fire, qui est profondément religieux et côtoie régulièrement une église pentecôtiste. Quelqu'un de très bien, rassurément. Si tu penses qu'un gars qui frappe sa femme et qui tabasse ses enfants est quelqu'un de bien... Axl Rose pense alors que son beau-père est son père biologique. Il est très impliqué dans la vie religieuse et pense toute sa jeunesse que les femmes et la sexualité sont le mal, et que la violence conjugale est une chose tout à fait normale. Mais à 17 ans, il découvre la vérité sur son père et prend comme nom Axl Rose, en référence au nom de son groupe de l'époque. Il sombre dans la délinquance à tel point que son avocat lui conseille de quitter l'état d'Indiana pour fuir la police. Durant 5 ans, et ce jusque la sortie de Appetite for Destruction, Axl Rose vivra comme un sans-abri, presque sans un sou. Mais suite au succès de leur premier album, Axl Rose passe bien au-delà de toutes ces considérations. Et c'est le début de ce qu'on pourrait appeler la légendaire connardise de la diva Axl Rose. Leçon 1. Éclater les gueules de bikers. Lors d'un concert dans le Missouri en 1991, Axl se fait provoquer par un groupe de bickers au premier rang. Il demande aux agents de sécurité de faire le nécessaire, mais ces derniers restent inactifs.
Axel, fou de rage, saute alors dans la foule et pète bouches après bouche à coups de pied de micro. Le groupe quitte alors la scène, s'ensuit une émeute qui coûtera plus de 200 000 $ de dégâts matériels. Leçon 2, le chien enrageait. Après un concert de Guns N' Roses à Stockholm en Suède, Oh mais non, je suis sobre sur les soirées loin. il finit sa nuit festive fort éméché. Axel, fou de rage, prend à partie un responsable de la sécurité de son hôtel, le frappe et le mord à la cheville, tout en causant des milliers de dégâts matériels. Il finira sa nuit arrêté et en cellule de dégrisement. Leçon 3, Pigeon of Shit Metal. Alors que le groupe Eagle of Death Metal assure la première partie du groupe en 2006, Axel, fou de rage, les vire en les traitant de Pigeons of Shit Metal, littéralement les pigeons de la merde métalleuse. L'autre grande figure du groupe est Slash, classé deuxième meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Times en 2009, derrière Hendrix. Pardon, deuxième et 65e par le magazine Rolling Stones en 2011. Et ben voilà, merci beaucoup. Il quittera le groupe en 1995, excédé par l'attitude d'Axl Rose qui a pris le contrôle total du groupe. Et il sera remplacé de 2000 à 2004 par Buckethead. C'est celui-là. Buckethead est un guitariste de hard rock qui a comme particularité de porter un seau de KFC sur sa tête et qui répond aux interviews par l'intermédiaire d'une marionnette nommée Herbie. Par ailleurs, c'est un des plus grands shredders du monde. Attends, tu parles du méchant dans les Tortues Ninja là? Non, un shredder c'est un guitariste qui joue très vite. Donc rien à voir avec le méchant dans les Tortues Ninja. Pour finir, Guns N' Roses a écrit l'album le plus cher de tous les temps, Chinese Democracy. Sorti en 2008, du coup j'ai bon ou pas pour le méchant là, des Tortues Ninja, tu sais? Cet album aurait coûté pas moins de 20 millions de dollars de production et il a nécessité le travail d'Axl Rose de 97 à 2008 avec les interventions de Brian May, Moby ou encore Dave Navarro. Si l'enregistrement a été si long, c'est parce qu'Axl Rose effaçait sans cesse les bandes, perpétuellement insatisfait de son travail. Mais du coup l'album a dû être un énorme succès. Absolument pas, ça a été un échec qui ne s'est vendu qu'à 3 millions d'exemplaires, soit 10 fois moins que leur premier album. Il est intéressant de noter que Axl Rose a servi de remplaçant à Brian Johnson, le chanteur d'ACDC, pour finir leur dernière tournée, car celui-ci souffrait de problèmes d'audition. De toute façon, ils ont la même voix de merde, ces deux cons. Non mais putain, tu vas commencer par respecter là, tu sais de qui tu parles? Vas-y, fais-le toi, imite-les, si t'es si malin, fais-le, je te regarde. Parlons maintenant du troisième artiste, et là on va complètement changer de genre puisqu'on va parler de Katy Perry. Katy Perry est une chanteuse américaine. Bon allez, vas-y qu'on en finisse. Non c'est bon, t'as fini là? Parce que c'est moi qui vais avoir toutes les associations féministes au cul là. Puis Katy Perry c'est pas que ça, merde. Katy Perry c'est une vraie artiste, une meuf qui écrit des chansons. Boobs. Elle a quand même vendu plus de 10 millions d'albums à travers le monde. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu vas la fermer là putain là, c'est bon, t'as fini? Ok, ça va, j'arrête. Le vrai nom de Katy Perry est Catherine Elizabeth Hudson, mais elle décide de prendre celui de sa mère pour ne pas qu'on la confonde avec l'actrice Kate Hudson. D'ailleurs, à ses débuts en 2001, alors qu'elle n'est âgée que de 17 ans, elle va sortir un album sous son vrai nom, intitulé Katie Hudson. L'album ne rencontre pas le succès escompté car il ne va se vendre qu'à 200 exemplaires. Il faut dire que la chanteuse ne s'était pas trouvée à l'époque bien loin de son style actuel complètement déluré. Fille de deux parents tous les deux pasteurs, elle grandit en écoutant que du gospel et est même interdite de musique laïque. Elle commence à chanter dans l'église de ses parents et se tourne ensuite vers la pop chrétienne. Ah ça, on est encore bien loin de ça, hein. Après l'échec de ce premier album orienté gospel, Katy décide de se tourner vers la musique commerciale. Elle enregistre alors un album qui sera finalement rejeté par sa maison de disques. Elle a 22 ans, vient de passer 5 ans dans la galère, elle est complètement fauchée. Elle pense même sérieusement à arrêter sa carrière malgré quelques apparitions dans des clips de Gym Class Heroes par exemple avec son copain du moment Trevi McCoy. Mais un producteur va croire en elle, Jason Flom, qui va lui suggérer d'écrire avec Dr. Luke, un compositeur américain qui a écrit entre autres des tubes comme TikTok de Keisha ou Right Round de Florida. Le Mozart de la musique moderne, si j'ose dire. En attendant, ils écrivent la chanson I Kissed a Girl qui lance la carrière de Katy Perry. Selon Katy Perry, le titre lui est apparu en rêve et la légende veut qu'elle pensait à l'actrice Scarlett Johansson avec ce refrain. Sortie en 2008, la chanson va être vendue à 6,5 millions d'exemplaires. C'est aussi un mini-scandale dans l'Amérique puritaine et un véritable choc pour les parents de la chanteuse. Elle fait la promotion de l'homosexualité et son message est honteux et dégoûtant, dira sa mère. Mais bon, ça va quand même beaucoup mieux entre Katy Perry et ses parents depuis qu'elle est devenue millionnaire, hein, bien sûr, comme quoi quelques dollars, ça adoucit les mœurs. Depuis 2008, Katy Perry a sorti 3 albums avec un nombre de tubes impressionnant. Elle est notamment la seule artiste avec Michael Jackson, excusez-moi du peu, à avoir placé 5 singles issus d'un même album en tête du Billboard Hot 100 avec son album Teenage Dream. Katy Perry est aussi connue pour son incroyable tableau de chasse à faire pâlir d'envie Vincent McDoom.
Russell Brand, Travis McCoy, John Mayer, un formidable musicien que je vous invite à l'écouter, et aujourd'hui, Orlando Bloom. Comme quoi elle aime quand même les hommes avec un certain charisme. Fight me! T'es jaloux? Bon allez, on y va là, fais tomber le lait là, on finit, j'en peux plus. She's got a smile that can seems to me remind me of childhood memories when everything that I see are the bright blue skies. Oh, sweet child of mine. Oh, you just got it and not the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you a firework, come and show them what you're worth. Make him go as you shoot across the sky. She's got a smile that can't seem to me remind me of childhood memories when everything was as bright as the bright blue sky. Now and then I see her face. She takes me away to that special place. But if you stay too young, I'll probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. You just got it at night, the light, and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you a firework, come and show them what you're worth. Make them go as you shoot across the sky. Baby you a firework, come and show them what you're worth. Make them go as you shoot across the sky. Boom, 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 even brighter than a moon, moon, moon. And baby, you're inside of you.